Pour faire un bon soldat, il faut un uniforme, une arme et autant que possible, une prostituée. C'est une loi de la guerre, jamais énoncée, mais qui, si on cherche à la vérifier, apparaît vite comme une évidence. Dommage collatéral ou à côté négligeable, partout où il y a des soldats, une garnison, une armée, un conflit, il y a des maisons de passe. Les états-majors ont toujours eu le souci du repos du guerrier. On pourrait croire que tout cela relève du passé, de ces aventures coloniales où le bordel, surtout militaire, faisait partie d'un certain folklore. Eh bien pas du tout. La guerre reste une affaire d'hommes qui ne s'embarrassent pas de la vie des femmes. Les derniers conflits l'ont encore prouvé. J'avais appris qu'à Srebrenica, c'est un endroit où vraiment, je crois pas en Dieu, hein, mais s'il y en avait un, il n'a jamais posé le pied là-bas. Ça sent la mort. Eh bien, dans cet endroit où il n'y avait rien, pendant la guerre, il y avait un bordel. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant. On veut bien imaginer, question d'époque et de mentalité, que la prostitution au service des soldats n'a pas toujours posé un problème moral. Mais comment admettre alors que même les guerres terminées, les fameux casques bleus de l'ONU, les soldats chargés du maintien de la paix en Bosnie et ailleurs, ont été mêlés à de sordides affaires de prostitution. Avoir le temps, mais au suivant. Les hommes seront toujours des hommes. C'est ce qu'on nous a répondu 100 fois, quand nous avons demandé comment on pouvait justifier la prostitution organisée en toute impunité pour le réconfort des soldats. C'est par notre histoire coloniale que nous avons commencé à nous interroger sur cette étrange tolérance. Dans les années 50, le contribuable français sait-il qu'une partie de ses impôts sert à financer les bordels militaires? En Indochine, à Saïgon, on assiste à un véritable étalage de la prostitution, aussi bien dans la rue que dans l'immense bordel militaire en forme de caserne que l'on appelle le parc aux buffles. Le gouvernement en avait décidé la création pour canaliser la prostitution et, disait-il, pour offrir aux soldats des services irréprochables. L'armée, en fait, met en place ce qu'on appelle les bordels militaires de campagne, quand elle est en fait confrontée à une situation où les hommes ne peuvent pas avoir accès aux structures traditionnelles. Pendant 7 ans, la France va devoir envoyer à 13 000 km de fond sol des hommes, du matériel, des munitions. C'est le privilège de l'armée d'être devenu le seul proxénète légal après la fermeture des maisons closes au lendemain de la guerre. Et ce proxénète officiel n'a jamais ménagé sa peine pour le réconfort de ses hommes, au point d'intégrer les bordels à l'effort de guerre. C'est peut-être aussi cela que l'on appelle l'art français de la guerre. Dans les esprits, on pouvait encore, dans la société, on va dire ordinaire, en finir avec les bordels, mais pour les soldats, il était hors de question d'imaginer qu'ils ne puissent pas avoir cet accès garanti à la libre disposition du corps de femmes. Libre disposition du corps des femmes, par exemple, pour ces soldats qui vivaient dans l'enfer de Dien Bien Phu. Pour eux, le commandement avait demandé qu'on aille chercher des prostituées à Hanoï. Mais attention, ce recours aux prostituées ne devait pas entacher la réputation de l'armée et surtout ne pas ternir l'image des héros de la France. On a bien cherché dans les archives. À Dien Bien Phu, il n'y a eu qu'une femme digne d'être mentionnée parmi ces héros, l'infirmière Geneviève de Galard. Très vite, l'évacuation des blessés sur Saïgon devint difficile. Parmi les nombreuses ambulancières, l'une d'elles devait rester bloquée dans le camp retranché après plusieurs tentatives pour le rejoindre. C'est Geneviève de Galard. Je me rappelle la réaction d'un parachutiste qui a sauté les derniers jours de nuit et qui, me rencontrant, dit « Tiens, il y a une femme ici ». Geneviève de Galard, la compagne des héros de Dien Bien Phu, invitée par le Congrès américain, hommage rarissime, a connu le triomphe classique du défilé dans la rue. Geneviève de Galard, disent les Américains, l'ange de Dien Bien Phu. On a dit des choses sur Geneviève de Galard, seule femme dans un enfer d'hommes. Seule femme, une femme très courageuse, c'est vrai, mais qui n'était pas la seule femme, parce qu'il y avait avec elle d'autres infirmières, mais il y avait des prostituées. Geneviève de Galard a voulu rendre hommage à ces prostituées devenues infirmières, à ces femmes qui pour la plupart ont été massacrées. Mais on l'a obligée à se taire. On lui a dit « Vous comprenez, le bourgeois à Paris, il ne sait pas qu'il y a des bordels militaires. Il ne faut pas trop le dire. »
Il reste une survivante de cette histoire interdite, Fadma, une Marocaine. Au début des années 50, Fadma a à peine 20 ans et elle fait commerce de son corps sous le contrôle des autorités sanitaires coloniales. Lors d'une visite médicale, l'officier des affaires indigènes lui offre d'accompagner un régiment en Indochine. Elle accepte et s'en va à 10 000 km de chez elle en compagnie de 12 autres jeunes Marocaines. Ils sont venus dans mon village et le capitaine de Tanan nous a dit « Qui d'entre vous accepterait de partir en Indochine pour gagner de l'argent ?» Vous n'avez rien à craindre. Vous allez pouvoir aider vos parents. Il est vrai qu'elles ont toutes eu peur. Moi, c'est Zara, l'américaine, qui m'a motivée. La France m'a emmenée avec les tirailleurs marocains du 1er Tabor pour l'Indochine. J'ai été engagée pour leur tenir compagnie afin qu'ils combattent bien les Indochinois. Alors, autour du champ de bataille, on les accueillait, on plaisantait, on discutait. Dès qu'on nous annonçait un nouveau départ, on ramassait notre barda et on remontait dans les camions. Nous étions toujours en déplacement. Hanoï, Haïfou, Haïdou, Setbagot, Langsou. Puis Wabin, qui fut pour moi la dernière étape. C'est là que j'ai été blessée. J'ai été hospitalisée plusieurs mois. Puis après avoir bouclé mes 24 mois, je suis rentrée au Maroc. Première explication des bordels militaires, donc, l'éloignement du soldat. À plus de 10 000 km, en Indochine, on veut compenser l'absence, le manque. Mais en Algérie, dans cette Algérie qui est encore la France, comment justifier de nouveaux bordels militaires? Les jeunes Français qui, en 8 ans de guerre, ont été appelés sous les drapeaux, ont mis du temps pour parler, pour raconter les exactions, la torture, les exécutions sommaires. Et peu se sont exprimés sur ces bordels militaires qui faisaient parfois partie intégrante de leur vie de soldats. Il y avait pourtant des sous-officiers chargés de l'organisation de ces bordels militaires. François Barre était l'un d'eux. L'état-major pensait que c'était un mal nécessaire. Quand j'ai été chef de commando de chasse en Algérie, j'ai réussi une fois à faire descendre 2 de mes sections à Tlemcen. Je les ai amenés sur la place de Tlemcen et je leur ai dit, de l'autre côté de la place, il y a 2 bistrots, entre les deux, il y a un bordel. Il est 14 h, à 17 h, les camions repartent. Entre les deux, je ne veux pas savoir ce que vous faites. Et le lendemain, j'ai constaté que le moral était bien meilleur, que les gens étaient plus souriants. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils avaient consommé au bordel ou est-ce qu'ils s'étaient contentés d'aller au bistrot, mais ils avaient repris du moral. C'était bon. Claude Gérard était infirmier militaire en Algérie. Il avait aussi pour mission de faire passer le contrôle sanitaire 2 fois par mois aux prostituées des bordels militaires. Il n'y avait aucun problème pour ça, hein. Ça faisait partie du régiment, vraiment, elles étaient intégrées au régiment. Je ne vais pas dire pareil que le génie ou que le truc comme ça, mais elles faisaient partie du régiment. Il y a une réglementation très précise qui est mise en place par l'armée, en fait plus exactement par le service d'action psychologique en faveur de la troupe, puisqu'en fait les BMC se trouvent dans cette rubrique. Il s'agit bien de remonter le moral des hommes. On ne trouve aucune archive filmée sur les bordels militaires. C'est pourquoi le réalisme très cru du film d'Yves Boisset, RAS, est si précieux. Ah, dégage de là. C'était juste pour me rendre compte, mon lieutenant. Si tu veux te rendre compte, tu vas te rendre compte là-bas. Oh, Giraud, tu viens tirer un coup avec nous? Je veux réfléchir. Alors, comment elles sont? J'ai pris un de ces coups de pied au cul par le lieutenant. À part ça, comment qu'elles sont? J'ai pas pu voir. Il n'y a qu'un moyen, c'est d'y aller. T'as raison, fils, et puis la santé, c'est la santé. Il vaut mieux que de devenir pédé. En effet, c'était bien là l'inquiétude de l'état-major. Les bordels militaires de campagne étaient censés contrarier des pratiques courantes dans certains régiments. Il y a 2 catégories d'hommes au Bad-Daf, ceux qui mordent la nuque et ceux qui mordent la paillasse. Ceux qui mordent la nuque, c'est les caïds. Et ceux qui mordent la paillasse, c'est les pauvres diables qui n'ont rien d'autre que la paillasse à mordre, mais qui se font pétarder. En Algérie, l'autorité militaire avait fait ses comptes. Il lui fallait recruter une prostituée pour environ 100 hommes. Ces maisons de passe étant sous le contrôle de l'armée,
Rien n'était laissé au hasard. Chaque détail de leur fonctionnement, même les plus sordides, était minutieusement prévu. Un BMC comme celui de Colombéchard, effectivement, c'est une partie, évidemment, de l'habitat de la garnison, qui est réservée au BMC. On sait que les filles sont là, elles y dorment, elles y vivent, elles y font aussi la cuisine. Donc c'est du dur, évidemment. Elles ont des chambres où elles reçoivent les soldats, les officiers et les sous-officiers. C'était tout, je me rappelle, tout en mosaïque verte. Il y avait un bar, il y avait 2 ou 3 chambres. Comme militaire, il y avait 2 régiments. Là. Il y avait le 2e RCA, qui était mon régiment, et il y avait le 3e cuirassier, qui était un autre régiment. Ça représentait bien plusieurs centaines d'hommes. Hein. Et les filles, elles avaient beaucoup de travail. Hein. C'était du 60 passes par jour. Hein. Ce sont des structures d'abattage. Hein. Donc quand les filles travaillent, en fait, pour le dire de manière très claire, c'est une passe toutes les 10 minutes. Et les jours, évidemment, où le BMC est ouvert, elles font ça quasiment en continu toute la journée. C'était un grand bâtiment, une grande salle, dans laquelle on avait construit des cases, des stalles, avec des cloisons qui ne touchaient pas le sol, et pas de plafond au-dessus des cases. Et elles étaient fermées par un rideau. Alors ça devait faire un peu plus de 2 mètres sur 3. Il n'y avait pas d'eau courante, c'était des brocs et des cuvettes, un lit, des brocs et cuvettes, une table. C'était un peu succinct. Et alors, le personnel féminin était assez âgé. Bon, ça convenait peut-être pour les tireurs sénégalais, mais quand mon capitaine a vu ça, il m'a dit « ça ne correspond pas au standing de nos petits chasseurs ». Question standing. Les bordels militaires qui rejoignent les soldats en opération atteignent le degré 0 du lupanar. Le plus souvent, il s'agit simplement de quelques tentes au milieu de nulle part. Tiens, voilà, numéro là, dis donc ton pied pour le Palestine. Dis donc, pendant ce sera 5000 balles. 5000 balles, dépêchez-vous, messieurs, dépêchez-vous. Voilà, dis donc, voilà, dépêche-toi, allez-y. Il se peut qu'à mon tour, je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. De mes peines, et je m'use Quand les filles sont recrutées, l'armée passe un contrat, soit directement avec la tenancière, soit avec les filles, ça dépend des cas. Mais c'est vraiment très légal, les contrats sont là, et d'ailleurs dans les archives militaires, on peut retrouver les dossiers des prostituées. Donc il y a des règlements très précis, c'est-à-dire évidemment la tarification, le nombre d'heures de travail par jour, un roulement entre les soldats, les officiers et les sous-officiers parce qu'ils ne fréquentent jamais les femmes ensemble. Les hommes de troupe avaient la première tranche d'horaire. Les sous-officiers avaient ensuite la tranche suivante. Au-delà de minuit, si les officiers faisaient l'honneur à Maman Zobeida d'aller la visiter, ils y venaient et ils étaient reçus pour le restant de la nuit. Une permission à Alger, après plusieurs semaines de crapahut, est toujours appréciée. Cette réalité est bien loin de ce que l'armée consent à montrer quand elle parle des loisirs de ses appelés en Algérie. Des soldats impeccables jusqu'au dernier bouton de guêtre. Une mentalité du tonnerre pour une escapade entre bons camarades. Au café, on boit du lait et on rougit un peu devant les filles. On n'allait évidemment pas montrer les soldats attendant leur tour au bordel militaire. Et on préfère ignorer les rapports disant que l'armée est le lieu majeur où se forge le recours à la prostitution, comme habitude et comme besoin. Mais les meilleures choses ont une fin. On regagne la base aérienne où une bonne nouvelle attend les commandos. Une opération aéroportée est prévue pour le lendemain. L'autre justification officielle des bordels militaires, outre l'éloignement du soldat, c'est l'argument sanitaire. Il faut absolument préserver la santé et la vitalité de nos soldats. On a beau encourager les jeux entre garçons, l'état-major les prévient aussi des dangers des rapports sexuels non contrôlés. Nous espérons que tu as compris et que tu sauras prendre les précautions nécessaires. L'infirmier contrôlait l'état des clients avant et après, voir s'il y avait des épanchements, s'il y avait des contaminations possibles ou pas, pour éviter qu'ils contaminent eux-mêmes des filles. Les femmes ont bien compris que pour travailler, elles ont besoin d'avoir un certificat médical prouvant qu'elles sont saines.
du point de vue du vocabulaire de l'époque. J'étais responsable, moi, de m'occuper des filles du BMC. Parce que régulièrement, 2 fois par mois environ, on leur passait un examen complet. Quand les examens arrivaient, les filles qui étaient contaminées, ils étaient retirés tout de suite du BMC. Les médecins sont détestés par les prostituées parce qu'elles les accusent très souvent d'être des proxénètes honteux et de vivre très confortablement évidemment de l'argent qu'ils récupèrent sur le contrôle sanitaire. C'est vrai que les filles elles essayaient de passer au travers de la surveillance aussi, hein, parce que quand elles étaient arrêtées 3 semaines, imaginez 3 semaines sans gagner d'argent. Gérard Zwang était un jeune médecin militaire en Algérie. La surveillance des bordels militaires faisait partie de son quotidien. Macrel était très gentil et il disait « Oh mais docteur, quand vous voulez, vous pouvez venir et puis vous accueillons très gentiment, vous ferez votre choix. » Des propositions de me dire « Allez, tu viens, tu as une passe gratuite et puis tu me laisses là. » Si, il y avait une tentation de dire « Évite-moi l'examen, mais bon. » Ce qui était assez amusant, c'est que ces dames arrivaient à l'examen, mais alors avec le vagin et le col utérin qui était, je ne dirais pas dire, passé au Karcher, mais alors archi bien briqué. C'était extrêmement difficile d'arriver à trouver du matériel de prélèvement. En général, elles usaient le préservatif. Je pense aussi qu'elles devaient avoir quelques matériels abortifs qui faisait que si elle tombait enceinte, il y avait toujours une copine qui s'occupait d'elle et qui la débarrassait de la grossesse dès ses débuts. On sait que la mortalité était quand même très forte, mortalité qui pouvait être d'ailleurs variée, qui pouvait être liée aux maladies, à l'usure, au mauvais traitement aussi. Justement, le 4 janvier 1961, une prostituée est victime d'un grave accident dans le bordel militaire de Turenne. Par manque de personnel professionnel, j'allais dire, on avait réussi à recruter de jeunes autochtones, de petites jeunes arabes, par des moyens plus ou moins détournés, et qui ceci a donné lieu à certains scandales parce qu'il y avait des mineurs là-dedans. Et ça a été plus ou moins étouffé. Une jeune femme mineure, donc dans le cadre du BMC de Turenne, qui aurait eu un accident extrêmement grave, puisque c'est une perforation de matrice, une perforation de l'utérus, à la suite de relations sexuelles extrêmement renouvelées et violentes. Mais enfin, c'était inhumain de la remettre en circulation. L'opinion s'émeut. Toujours rien ou presque dans les livres d'histoire. Et pourtant, le ministre de la Défense, Pierre Messmer, est informé des graves dysfonctionnements que connaissent les bordels militaires nord-africains. On l'alerte sur les détournements de mineurs pour pallier les difficultés du recrutement, sur l'existence de caisses noires et sur les cadences infernales. Pour seule réponse à cette affaire, les autorités militaires font savoir que la loi française ne concerne pas les femmes indigènes et leurs employeurs, qui exercent la prostitution selon leurs coutumes et leurs traditions. De prétendues traditions qui disparaîtront avec les indépendances dans nos anciennes colonies. Dans ce début des années 60, on n'en est pas encore à la nostalgie nauséabonde pour le bordel de papa. Personne non plus ne conteste à l'armée le droit d'ouvrir des bordels militaires partout où bon lui semble. Surtout là où elle installe des soldats de ses anciennes colonies. Quand il y a eu le 5e RTM qui a eu un détachement à Lons-le-Saunier, j'avais une de mes tantes qui était là-bas, elle était assez âgée, vieille fille, et un jour elle m'a dit horrifiée, tu te rends compte, il y a un BMC dans les quartiers militaires. Et bien je lui ai dit, écoute, heureusement qu'il y a un BMC dans le quartier militaire, ça vous permet à vous les vieilles filles de sortir le soir après 9h sans être agressées. Mais comment ? Je dis, ce sont des tirailleurs marocains, ils ont des besoins, et ils vont pas trouver des copines dans la population locale, parce que les jeunes françaises vont pas vouloir forcément aller avec des Marocains. Ils ont besoin de s'assouvir sexuellement. Et ben, ils ont le BMC qui est là pour ça. Et ça vous permet à vous d'être plus tranquille dans l'once. Ah,
avait surpris. Mais oui, c'est ça aussi. Et quand on a monté la 4e division à Verdun, la 4e division se montait à Verdun, le général qui commandait la 4e division, qui en prenait le commandement, est allé voir le maire de Verdun. Il lui a dit, je vous amène 2000 paires de, je n'emploierai pas le terme militaire, de testicules. Qu'est-ce que vous avez prévu pour? Dans le même temps, c'est la France qui se retrouve confrontée à une autre demande de filles à soldats. Car jusqu'en 1966, l'armée américaine, dans le cadre de l'OTAN, a disposé de bases, comme ici à Évreux. Ce qui n'allait pas sans modifier considérablement l'atmosphère de la paisible préfecture de l'Eure. Lorsque la nuit tombe sur Évreux, les Américains prennent possession des trottoirs. Ils vont boire 14 bières par soir en moyenne, m'a-t-on précisé, dans les dizaines de bistrots ou de bars qui vivent de leur clientèle. Comment ça se passe ici, la vie nocturne? Il n'y a pas que des établissements corrects, il y a aussi des boîtes où vont les soldats. Dans toutes les villes où il y a une garnison, il y a disons des bars ou des cafés où vont les soldats. Mais on ne trouve pas, comme à Paris, quand même, des choses immondes qu'on pourrait voir à Paris. Ce ne sont pas des maisons closes? Ah, absolument pas. Il n'y a pas de maison close à Évreux. Du reste, vous avez la loi Marthe Richard qui réprouve cette chose-là. Vous avez quelquefois dans les bars des jeunes filles de 16, 17, 18 ans, 20 ans ou plus qui, pour améliorer l'ordinaire, disons, font ce que le plus vieux métier du monde. Ce sont les Américains, c'est leur présence qui a quand même provoqué ça, non? Pas obligatoirement. Dans toutes les villes de garnison, que ce soit les Américains, les Allemands ou les Français, on a toujours vu une recrudescence de jeunes filles qui étaient incitées à la débauche du fait, justement, où il y a la troupe. Quant au souci du maire d'Évreux, ce n'est pas seulement ce qui se passe la nuit dans ces clubs, ce sont les conséquences à plus long terme, à une époque où la pilule n'est pas autorisée en France. Vous êtes aussi conscient de la présence en ville d'un certain nombre d'établissements particuliers. Oui, dont quelques-uns sont terriblement gênants. Il y a beaucoup de filles mères à Évreux? Beaucoup de filles mères. Et on peut dire que le plus grand nombre des filles mères le sont du fait des Américains. Si en matière de prostitution, les troupes américaines stationnées en France se contentaient de ce qui existait, elles vont avec la guerre du Vietnam se lancer dans le commerce du sexe à grande échelle. Pas question pour l'Amérique en guerre de se satisfaire de l'artisanal ou de l'à peu près des bordels militaires français. Il lui faut une organisation à toute épreuve, un plan de développement, un financement, bref, un projet d'envergure au rendement maximal. « 40 ans après, John Kedwick fait partie des rares vétérans du Vietnam disposés à raconter leurs aventures dans les bordels militaires. Cet ardent militant pacifiste, qui vit dans une petite ville tranquille du New Jersey, a bien voulu nous raconter tous les aspects de sa sale guerre. Je ne voulais pas du tout aller au Vietnam ou dans l'armée. C'était une époque formidable aux États-Unis, avec le rock'n'roll et plein d'autres choses. J'étais impliqué dans tout ça, et je ne voulais pas couper mes longs cheveux pour entrer dans l'armée. Alors comment faire supporter à la jeunesse américaine qui vit avec les 60s ses plus belles années, de se laisser plonger dans l'enfer de la guerre du Vietnam? Il fallait que l'armée invente, pour ses soldats envoyés loin de chez eux, des loisirs propres à mettre de côté, au moins le temps d'une permission, le voisinage quotidien avec l'horreur et la mort. Les Américains vont pratiquement annexer des territoires comme base arrière dédiée à la distraction sexuelle des troupes. Et c'est ainsi que l'Asie du Sud-Est va bientôt se transformer en un immense bordel à ciel ouvert. Il y avait partout des hommes dans de très jolies petites cabines qui vous interpellaient en disant « Vous voulez des filles ? Vous voulez des filles ?»
Et on y allait car c'était agréable de passer quelques jours avec une jeune femme. L'humour noir est souvent l'arme des faibles. Les Vietnamiens classent aujourd'hui celles qu'ils appellent les filles de bar au premier rang de l'échelle sociale grâce au dollar magique gagné facilement. On prétend que leur nombre s'élèverait entre 300 et 400 000 au Vietnam. Elles contribuent efficacement à faire marcher le commerce. Cet autre vétéran du Vietnam, qui était pourtant le chauffeur attitré de l'aumônier de son régiment, a été lui aussi témoin d'une prostitution omniprésente autour des bases américaines. Mon sentiment, c'est que la prostitution au Vietnam était surveillée de près par la police militaire et réglementée par l'armée. On a beau faire profession de foi du libéralisme le plus sauvage, il vient un moment où il faut aider le marché à se réguler. C'est ce que les États-Unis vont entreprendre avec les Rest and Recreation, repos et divertissement. Ces véritables clubs de vacances sont le réconfort du GI au bout de l'enfer. L'un d'eux a même pris le nom de Disneyland Est. 10 hectares exclusivement dévolus au plaisir du GI sans permission. Les relations coûtent entre 2 et 5 $. Et les prostituées reçoivent des visas d'artistes pour justifier leur séjour ici. Les soldats mariés pouvaient choisir de retrouver leur femme à Hawaï. Mais je n'étais pas encore marié. Alors, j'ai choisi Penang, en Malaisie. Le but des Rest and Recreation était de procurer un soulagement aux soldats dans les zones de guerre. Ça durait habituellement une semaine. L'idée, c'était de vous débarrasser du stress. Le transport était payé par les autorités militaires. Mon second Rest and Recreation, ce fut en 1969 à Singapour. Là-bas, on était transporté depuis l'aéroport en autobus vers l'hôtel. On nous faisait un petit briefing, du style « Ne créez pas de troubles ». Soyez de retour mardi prochain à 9 h du matin. En descendant du bus, on entrait dans le hall de l'hôtel et là, il y avait des femmes. Vous en choisissiez une et vous retourniez à votre chambre. Il n'y avait rien d'autre à faire. Quand vous descendiez en ville, c'était incroyable. Il y avait tellement de femmes qui venaient vers vous en dressant la liste de tous les services qu'elles pouvaient vous fournir. Je n'avais jamais entendu des choses pareilles. C'était absolument incroyable. Entre 1962 et 1976, ce sont environ 700 000 militaires américains qui partiront se reposer et reprendre des forces dans les bordels thaïlandais. On trouve au Canada d'excellents spécialistes d'une autre histoire des États-Unis. Comme l'universitaire québécois Richard Poulain. Il travaille depuis longtemps sur les trafics sexuels et c'est un expert qui allait se montrer précieux pour notre enquête. Les Rest and Recreation Facilities en Thaïlande ont été financés par un prêt via la Chase Manhattan Bank, un prêt de 9 millions de $. Un prêt consenti à un général de la Royal Air Force thaïlandaise qui a mis en place les Rest and Recreation Facilities et son épouse a créé la première agence de tours sexuels pour la Thaïlande pour faire venir les soldats du Vietnam pour qu'ils se reposer en Thaïlande. Tommy Tourist est une société privée, seule habilitée à organiser le séjour du permissionnaire. Elle organise tout, logement, nourriture, tourisme, amour. Que ce soit en Corée ou en Thaïlande, ça a été des accords de gouvernement à gouvernement qui ont permis le développement de Rest and Recreation Facilities. Tout cela se fait de manière tout à fait officielle. Il n'y a aucun problème en 1964 pour qu'un GI sans permission se laisse filmer par l'équipe de 5 colonnes à la une. À son arrivée à Bangkok, John prend un taxi pour se rendre dans l'un des hôtels réquisitionnés par Tommy's Tourist. Et il sait que dans cet établissement qui accueille exclusivement des soldats,
il y a dans le hall des femmes qui attendent. À l'intérieur, 60 filles derrière une vitrine. Il n'y a plus qu'à prononcer le numéro qu'elle porte sur la poitrine pour faire son choix. Let me have one scotch and soda and one nice girl. John, êtes-vous satisfait de l'organisation de Tommy Tour? Oui, très bonne. Oui, ça vous fait oublier la guerre, vous savez. Vous venez ici, vous vous relaxez, 6 jours, vous oubliez les choses. C'est vraiment bien. Vous ne pensez à rien. Des tas de filles, des jolies filles, vous savez. Ça me plaît. Le choix était fantastique. On se disait entre nous, tiens, la prochaine fois, je vais essayer la tienne. Oui, on en parlait beaucoup entre nous. Aucun de mes camarades n'avait entendu de choses pareilles. Il n'y avait absolument rien d'interdit. On estimait en 1957 qu'il y avait environ 20 000 femmes prostituées en Thaïlande. Dans les années 60, on estimait que c'était rendu à 400 000 avec le développement des Rest and Recreation Facilities. En fait, ce qu'on a assisté en Thaïlande, c'est ce que j'appelle la prostitutionnalisation du tissu social. C'est la co-responsabilité d'une part de l'armée américaine et de son gouvernement, plus des banques, de l'autre part des élites aussi thaïlandaises, parce qu'elles avaient tout avantage pour s'enrichir de constituer ce système de Rest and Recreation Facilities. La Banque mondiale et la FMI suggéraient à la Thaïlande de reconvertir son économie, puisque la guerre du Vietnam terminait, et donc que les devises fortes qu'il recevait avec les soldats américains qui venaient prendre du bon temps en Thaïlande, bon, ça allait terminer. Donc, il fallait qu'ils fassent une reconversion. Il leur suggérait de développer l'industrie du loisir et du divertissement. Étant entendu que ce n'était pas des Walt Disney qui devaient construire sur place, tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Il fallait bien ne pas laisser perdre une pareille source de profit. Donc on les a recyclés pour les temps de paix et notamment pour ce qu'on appelle si joliment les touristes sexuels. Le premier ministre de l'époque expliquait qu'il fallait sacrifier une génération de femmes au profit du développement économique du pays. Et là, ça fait quelques générations de femmes qu'on sacrifie. Si aujourd'hui se trouve une telle offre, une offre aussi mirifique dans tous ces coins de la planète, c'est bien parce que les infrastructures ont été mises en place pour l'ordre militaire à l'origine. Depuis, ces infrastructures ont fonctionné à plein. Et c'est dans toute l'Asie du Sud-Est qu'on a sacrifié plusieurs générations de femmes. Avec la multiplication des bases américaines dans l'océan Indien, la prostitution a gagné les rivages au fur et à mesure des débarquements militaires. À Singapour, aux Philippines ou, comme ici à Pattaya, en 1991, lors d'une escale du porte-avions Midway et de ses navires escortes. 10 000 soldats débarqués pour leur première permission après 6 mois de guerre du Golfe. Et ils étaient attendus de pied ferme. Étant donné qu'ils sont depuis 6-7 mois en mer, pas de bière, pas d'amusement, pas de femmes et beaucoup d'argent, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de le dépenser, là ça a été très très bon. Au cours de la seule décennie 90, plus de 33 millions de femmes et d'enfants de l'Asie du Sud-Est auraient été victimes de la traite à des fins de prostitution. On sait parfaitement que la prostitution suit le mouvement des troupes américaines à travers le monde. J'ai travaillé pour les forces navales aux Philippines à Subic Bay. Ces unités faisaient ouvertement appel à des prostituées. La Navy fournissait même des services médicaux pour soigner les maladies sexuellement transmissibles. C'est entendu. Dire, répéter, confirmer, la prostitution accompagne les armées partout où elles vont. D'une manière un peu bricolée comme en Indochine ou en Algérie,
ou bien de façon beaucoup plus professionnelle, voire industrielle, comme au Vietnam. Dans tous les cas, l'armée sait se transformer en proxénète pour le confort et le moral de ses soldats. On ne pourrait rien y faire. On nous a bien dit 20 fois, les hommes seront toujours des hommes. Sauf que ces dernières années, la donne a changé. Ce ne sont plus les soldats côtoyant l'horreur et la guerre à qui l'on a proposé des prostituées. C'est désormais une prostitution pour les soldats de la paix que l'on a organisée. Durant la guerre, il y a des camps, des enlèvements, des assassinats. Mais après la guerre, quand vous vous trouvez avec 14 à 15 000 hommes sur les bras, c'est là que surgissent toutes sortes de problèmes de ce genre. Ce que nous avouait avec un certain fatalisme le général Klein n'était pas sans nous rappeler nos lieutenants français qui, en arrivant dans les villes de garnison, s'inquiétaient de ce qui était prévu pour le repos du guerrier. Dans le nord de la Bosnie, une femme a découvert que les armées de la paix n'ont pas eu besoin pour cela de s'adresser aux autorités locales. Il leur suffisait de fermer les yeux sur les pires trafics sexuels, du moment que le plaisir de leurs troupes était assuré. Je m'appelle Mara Radovanovic, de l'association de femmes Lara de Bielina. Par ici, il y avait une grande base militaire russe. Continue tout droit. Il y avait aussi de nombreux clubs. Vous pouvez vous garer ici. Le nightclub. C'est un bon exemple de comment on ouvrait des nightclubs autour des bases des soldats de la paix, même si l'endroit était dépourvu de tout sanitaire. On en ouvrait dans des containers de ce type. On écrivait nightclub et open. C'est écrit en anglais, mais personne dans les environs ne parle l'anglais. Les conditions étaient épouvantables, et il y en avait beaucoup comme celui-là. On avait découvert qu'il y avait des tas d'endroits pudiquement appelés nightclubs, mais qui se trouvaient au milieu de rien du tout, c'est-à-dire très éloignés des villages, des villes. Et on se demandait quand même comment les jeunes, puisque les nightclubs c'est fait pour les jeunes, donc on se disait comment font-ils pour venir? On est d'accord, ce n'étaient pas les jeunes du coin qui venaient dans ces drôles de nightclubs. Mais alors, qui les fréquentait? C'est complètement abandonné. Une des pires expériences vécues par les victimes que nous avons secourues, c'est quand les propriétaires de bars les emmenaient à la base militaire. Ils étaient de mèche avec quelqu'un de la base, en général un interprète. Et ils posaient un matelas à même le sol, dans l'herbe. Et les soldats défilaient les uns après les autres pour les violer. Pour elles, c'était vraiment la pire expérience. On trouvait aussi, autour des bases des soldats de la paix, des établissements plus cossus, comme celui-ci. Nous avons eu beaucoup de succès dans notre lutte contre les trafiquants en Bosnie. Nous avons réussi à fermer la plupart des nightclubs. Mais nous n'aurions pas pu faire tout ça sans Madeleine Rhys. Elle a identifié le problème très tôt et elle nous a soutenus. Quelqu'un a bien dû protester contre ces affaires. L'ONU, la première intéressée, ne pouvait accepter une pareille situation. C'est ce qu'a cru le haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies en Bosnie. Elle était depuis 1996 en mission à Sarajevo pour aider les victimes de la purification ethnique. Mais elle n'imaginait pas qu'une fois la paix revenue, elle aurait à découvrir d'autres crimes, des crimes sexuels, et qu'elle trouverait leurs auteurs
au sein même de l'organisation dont elle était la représentante. Il y avait des femmes qui venaient de l'Europe de l'Est, particulièrement de Moldavie, de Roumanie et d'Ukraine. Elles venaient en Bosnie pour la prostitution forcée. Elles n'étaient pas volontaires et c'était un réseau criminel important organisé par des gangs criminels multiethniques. Une activité admirablement multiethnique. Et quand j'ai dit ça à la police locale, ils ont répondu « Ah oui, nous savons où sont les bordels parce qu'il y a des voitures de l'ONU garées dehors. » On s'est interrogé. Où allait-on chercher les filles que l'on forçait à se prostituer? Au marché, tout simplement. Comme le commerce rapproche les hommes, les responsables de l'ONU avaient eu une idée lumineuse. Créer un marché libre juste à la frontière où se rejoignent la Serbie, la Bosnie et la Croatie. Les trafiquants locaux n'avaient qu'à s'y rendre pour recruter les filles dont ils avaient besoin pour satisfaire les soldats de la paix. Ils ont fait du trafic d'armes, ils ont fait du trafic de nourriture, ils ont été trafiquants de cigarettes, d'alcool, et à la fin du conflit, ils sont devenus entrepreneurs. Ils se sont dit, il y a un nouveau marché, beaucoup d'hommes, aucune femme, il y a quelque chose à faire. Ils arrivaient de toute l'Europe de l'Est, alors en pleine crise économique. Les gens désespérés émigraient pour gagner de l'argent. Et ils sont venus là où il y avait un marché. Ce marché est devenu très populaire, aussi parce qu'on y vendait des femmes. Il y avait là un très gros club, dans lequel ils pouvaient mettre 50 filles en même temps. Snejana, comme de nombreuses Moldaves, a été enlevée et séquestrée. D'autres, au contraire, à l'image de ces jeunes Roumaines, pensent être libres de leur mouvement et croient pouvoir rentrer chez elles quand elles le souhaitent. La police bosniaque, sous l'œil d'un agent des Nations Unies, ne peut que constater la validité des passeports conservés par le tenancier de l'établissement. Les filles étaient amenées ici depuis les pays de l'Est. Et après, on organisait des ventes aux enchères pour les vendre. Toutes les filles étaient nues. Elles tenaient un numéro et elles attendaient. Il y a des hommes qui viennent, qui les font se déshabiller, qui les tâtent comme au marché, qui les soupèsent, qui parfois les essaient et qui ensuite les vendent. Entre 1995 et 2001, il y avait plus de 500 bordels comme celui-ci. Des bordels qui n'existaient pas avant l'arrivée des soldats et des policiers de l'ONU. Selon le rapport que nous avions établi, 2 enquêteurs roumains de la force internationale étaient impliqués dans un trafic de femmes de Bosnie. Ils avaient vendu des femmes à des organisations criminelles. L'inverse s'est aussi produit. Il y avait des cas, au moins 2 à ma connaissance, où les officiers de l'ONU avaient acheté des femmes qu'ils ramenaient dans leur appartement ou leur chambre d'hôtel pour leur consommation personnelle. Mon dernier patron m'a dit, tu m'as été vendu pour 15 000 francs et maintenant tu vas travailler dans mon bar pour rembourser ce que j'ai payé pour toi. On me forçait à danser, à m'asseoir à la table des clients pour les divertir et ensuite à les accompagner dans ma chambre. Tout était affiché avec les prix. Par exemple, relations sexuelles ordinaires, 50 marks. Sexe sans protection, 100 marks. Autres pratiques sexuelles, 200 marks. Sexe avec la possibilité de battre la fille, de la blesser, c'était inscrit 500 marks, etc. Et au cas où le client aurait tué la fille, c'était plein tarif, 3000 marks. L'ampleur du trafic de prostituées est telle que tous les pays concernés ont lancé des campagnes de prévention. En 2002, l'Office international des migrations évalue à 10 000 le nombre de personnes prostituées clandestines en Bosnie. 227 boîtes de nuit et bars de Bosnie étaient partie prenante dans cette traite des femmes et des enfants. La plupart de ces victimes des trafics venaient d'Ukraine, de Moldavie et de Roumanie. En général, on promettait aux filles un bon job en Europe occidentale où elles pourraient faire de l'argent. C'est comme ça qu'elles étaient piégées.
Ensuite, elles étaient embarquées dans une voiture et droguées et envoyées en Serbie où elles étaient mises dans des maisons centrales, presque comme des fermes d'élevage. On les retenait prisonnières et les propriétaires de maisons de passe de Bosnie et de Serbie et d'ailleurs venaient et les achetaient. Après quoi, on leur faisait passer la frontière entre la Serbie et la Bosnie. Plus tard, nous apprendrons que pour traverser la frontière, cela se faisait avec l'aide du personnel de l'ONU ou de militaires. Le personnel de l'ONU faisait également office de garde-frontière. Les agents corrompus étaient donc bien placés pour aider les proxénètes à faire entrer en Bosnie les femmes qu'ils avaient enlevées. C'était devenu une évidence. Quand un véhicule de l'ONU était garé près d'une maison de passe, nous étions sûrs qu'il y avait un trafic de femmes. Tous les jours, en allant à son bureau de policière en mission pour l'ONU, Catherine Bolkovac passait devant une auberge bien tranquille. Tous les jours, elle pouvait y voir garer les voitures siglées UN, Nations Unies. Un jour, elle dut s'y arrêter, elle aussi. Non pour prendre un apéro avec ses collègues, mais pour enquêter sur la mort d'une jeune femme dont on avait retrouvé le corps un peu plus loin, en aval de la rivière. 11 ans après les faits, Catherine, qui revenait avec nous pour la première fois sur ces lieux, semblait encore éprouvée par ce qu'elle découvrit ce jour-là. Je suis allée au Florida Bar parce qu'une jeune femme m'avait répété « Florida, Florida » à maintes reprises dans mon bureau. Dès que je suis arrivée ici, la porte d'entrée du bar et du restaurant était ouverte. Donc nous sommes entrés, mais il n'y avait personne, aucun barman, aucune femme, rien. Juste les chaises renversées comme s'il y avait eu une bagarre. Au deuxième étage, il y avait une porte fermée par un cadenas. Nous avons frappé à la porte, aucune réponse. Comme c'était verrouillé de l'extérieur, personne n'aurait pu sortir de là. On a enfoncé la porte. À l'intérieur, il y avait 2 jeunes filles sur des matelas. Leurs vêtements étaient entassés dans des sacs poubelles et il y avait des ordures, des préservatifs. Les filles étaient incapables de parler. Nous avons donc compris qu'il s'agissait d'une affaire de trafic humain. C'était très dur. Je ne pouvais pas dormir. Je travaillais 22 heures sur 24. Et j'avais beaucoup de clients. Combien? 100. Parfois plus. Ces trafics ne se limitent pas aux seules boîtes de nuit. Ça se passe vraiment partout. Et en dépensant un peu plus que le prix de la simple passe, le client a vraiment tous les droits. Certains d'entre eux pouvaient donner 3000 marks pour acheter une femme et pour la garder chez eux aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Un homme, un Américain, a reconnu qu'il était allé dans une maison de passe. La maison de passe se nommait Harley Davidson. Et là, il a acheté une femme, son contrat de travail, son passeport et 2 armes, 2 Uzi. Quand la division d'enquête criminelle l'a interpellé, il a avoué. Il a finalement été renvoyé chez lui, ce qui était illégal selon les contractuels. C'était de détenir des armes. Mais personne n'a fait attention au fait qu'il avait acheté une femme. Personne n'a fait attention au fait qu'il avait acheté quelqu'un comme une marchandise. Ce sont des choses pour lesquelles vous et moi serions emprisonnés si nous les avions faites dans notre pays d'origine. Alors pourquoi n'est-ce pas un crime quand vous travaillez pour l'ONU? Alors qu'a-t-on fait des conclusions de David Lamb? Il était tout de même l'enquêteur en chef de l'ONU en Bosnie. Quelles sanctions ont été prises contre ces brebis galeuses? Les policiers de l'ONU viennent de 45 pays. Ils ont des valeurs et des niveaux de professionnalisme complètement différents. Mais ils sont tous dans la même mission. Aucune sanction donc. Car ce serait compliqué, nous dit-on, de trop demander à des hommes qui consentent à maintenir la paix dans des situations délicates. C'est finalement toujours la même histoire. On en revient au fameux soutien psychologique de la troupe qui justifiait les bordels militaires dans la France coloniale. Sauf que cette fois, question d'époque et de rentabilité, la mission de proxénète a été confiée à des sociétés militaires privées qui gèrent désormais l'intendance.
On pourrait penser qu'en tant que principal représentant de l'ONU, on a autorité sur ces policiers et soldats en mission, sur ces employés de sociétés privées. Même pas. Sur les contractuels civils, vous n'avez absolument aucun contrôle. Ils ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour une compagnie internationale. On a privatisé toutes les forces de sécurité, les militaires et la police de l'ONU, les gardes du corps des ambassades, les gardes du corps de la mission américaine en Afghanistan. Tous les contrats ont été privatisés, et tout ça pour faire des profits. Curieusement, bien davantage que les enquêtes qu'on s'emploie à étouffer, ce sont les accusations des proxénètes à l'encontre des policiers de l'ONU, des policiers qui les auraient rackettés, qui commencent à faire du bruit. On s'en inquiète à New York, car ce n'est pas la première fois que des représentants des Nations Unies sont l'objet de soupçons et d'accusations. En Bosnie, on avait été appelé parce qu'il y avait deux petites filles, c'était vraiment deux petites filles, 13 et 14 ans, qui venaient d'être trouvées dans un bordel de Tuzla. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui s'est cachée sous la table, donc nous on se demandait ce qu'elle avait, et en fait elle venait de voir passer deux Pakistanais qui étaient des policiers onusiens. Donc évidemment, on a enquêté. Ces deux Pakistanais, ils avaient payé, ils étaient de très bons clients, ils avaient payé une somme assez substantielle pour passer la nuit avec les deux gamines. Ils les ont torturées, elles ont dû avoir des relations sexuelles avec des animaux. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vous assure que même moi, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment eu envie de vomir. Si vous n'y mettez pas un terme immédiatement, cela ressemble à un cancer qui grandit. Et vous devez tout arrêter très très vite. Évidemment, j'ai prévenu mon boss, Jacques Klein, qui était absolument foudrage. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Ils sont partis. Et ils n'ont pas été punis. Rien. Vous le savez, je suppose, les cultures diffèrent de par le monde. Vous savez, quelqu'un m'a répondu un jour, « Eh bien, la prostitution n'est pas illégale dans mon pays. » Ce n'est évidemment pas chose facile pour l'ONU de digérer une chose pareille et de composer avec ça. Personne ne veut reconnaître qu'il y a un tel niveau de corruption, surtout sur des affaires aussi sensibles. Nous parlons de filles de 13, 14 ou 15 ans qui ont été enlevées de leur pays d'origine. Et l'idée que le personnel officiel de l'ONU pouvait être impliqué d'une façon ou d'une autre, qu'il protégeait les bordels, c'est vraiment inimaginable. J'ai décidé qu'il y en avait assez parce que le département des affaires intérieures de l'ONU n'enquêtait pas sur ces affaires. Jacques-Paul Klein n'avait aucun intérêt à enquêter sur ces affaires. Catherine Bolkovac se retrouve bien seule sur le terrain. Elle reçoit des menaces. Elle sait qu'elle doit se méfier de tout le monde. Elle ne dort même plus dans la maison qui a été louée pour sa mission. Dès qu'elle a commencé à faire des révélations sur ces trafics, elle a été mise à l'écart. Je pense qu'elle a eu beaucoup de chance. Parce que, aussi loin que je m'en souvienne, 2 femmes policières de l'ONU au Kosovo ont été assassinées parce qu'elles gênaient. Catherine a eu de la chance. Malgré les preuves accablantes qui s'accumulent sur le comportement de ces hommes, l'ONU persiste à ne rien faire, mais se met d'accord avec l'employeur de Catherine pour se débarrasser d'elle. Catherine Bolkovac est licenciée. Elle ne cède pas. Elle est bien décidée à dénoncer la collusion des sociétés militaires privées et de l'ONU. Elle a fait son boulot d'enquêtrice sur les droits de l'homme, rapporter des informations sur les bordels à la connaissance des responsables de l'ONU. Et ça s'est terminé par un procès qu'elle a gagné devant le tribunal des prud'hommes de Londres, qui a considéré que son licenciement était abusif et totalement illégal. Mais les faits sont que Jacques-Paul Klein savait et qu'il n'a rien fait. Et sa seule défense est de mettre en avant son opération Stop. Stop, pour Stop Trafficking of People. Ce programme a été conçu par Jacques-Paul Klein et mis en œuvre par Célia de la Varenne pour établir la réputation de l'ONU en Bosnie. Quand l'ONU arrive quelque part, ça
ça augmente, ça provoque, ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. On voit arriver tous ces types et oui, il y a des exactions qui se commettent. C'est une des plus graves violations des droits de l'homme. Je veux dire, on parle de l'esclavage et tout le monde se gargarise à l'ONU il n'y a pas longtemps. Tout le monde était heureux, joyeux. Oh, l'esclavage aboli. Non, c'est pas vrai. L'esclavage sexuel n'est pas aboli. Je ne parle pas de ces enfants qui naissent et dont on ne s'occupe plus après. Alors là, on part et il y a des milliers d'enfants comme ça, qui n'ont pas de père, ou des pères de passage. Comme les proxénètes et les prostituées suivaient l'armée américaine en Asie, comme les Russes qui ne se déplacent jamais sans leur bordel militaire, les trafics emboîtent désormais le pas des forces de la paix. En ex-Yougoslavie, ces trafics n'ont pas disparu. Ils se sont juste déplacés un peu plus loin au sud, au Kosovo, grâce au déploiement d'une force internationale de 40 000 hommes. L'ONU protège ces casques bleus et a peur que si elle prend des sanctions à l'encontre de ces casques bleus qui se conduisent mal, parce qu'il y en a vraiment qui se conduisent très très mal, le pays incriminé n'enverra plus de casques bleus. C'est assez hallucinant. Il y a eu des scandales récemment partout, de République démocratique du Congo, Haïti évidemment, Libéria bien sûr, pratiquement dans tous les pays où les casques bleus ont été envoyés. Partout. Partout. C'est bien ce qu'ont fini par comprendre les plus hauts responsables de l'ONU. En 2008, afin de se dédouaner des crimes commis et de restaurer l'image de l'organisation, le secrétaire général de l'ONU consent à un film de sensibilisation à l'usage de ses agents. Cette confiance ne doit jamais être compromise par des actes inacceptables d'exploitation et d'abus sexuels. On pourrait penser qu'il y a une politique de tolérance zéro qui n'est jamais et qui n'a jamais été mise en place. C'est-à-dire qu'on en parle, on dit attention, mais quand on demande, alors qu'est-ce que vous faites si? Rien. Freddy est un adolescent, mais c'est aussi un proxénète. Il gagne sa vie en amenant des filles aux employés des Nations Unies. Sa clientèle demande des filles jeunes qu'il trouve dans les bars et les bordels de la ville. Il demande des filles de quel âge? Ils montrent des filles sur la plage du doigt et ils disent « J'aime bien celle-là ou celle-ci ». Ils montrent par exemple une fille assez grande mais pas assez âgée. Je cherche des filles au visage jeune, pas des mères. Je les aborde et je leur parle. Quand elles apprennent qu'elles vont gagner de l'argent, elles viennent au camp. Je touche alors mon argent et je les laisse seules. On nous a demandé, à mon organisation et à moi, d'aller ouvrir, enfin d'aller en Haïti et d'ouvrir un centre pour des enfants de 4 à 10 ans. Des enfants qui sont soit kidnappés dans la rue, soit faussement adoptés et vendus pour servir d'esclaves sexuels. Beaucoup d'utilisateurs sont des gens de l'ONU. Moi, je le sais. L'ONU le sait aussi. Tolérance zéro? Non. Première guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, Irak, Afghanistan, que les pacificateurs réels ou autoproclamés soient missionnés par l'ONU, l'OTAN ou une quelconque alliance, la morale des troupes est de plus en plus défaillante. Comme jadis, on allait chercher des prostituées loin des combats pour le réconfort du soldat resté au front, on va découvrir qu'en Irak, les employés de sociétés militaires privées se sont servis de véhicules blindés pour ramener des femmes à leurs collègues. Comme partout où ils vont, les soldats reçoivent des recommandations particulières concernant le comportement à adopter sur le lieu des opérations. En Irak, le premier des commandements, traduction du General Order No. 1, est de rappeler que la prostitution est illégale. Un ordre largement transgressé et même parodié, comme le prouve ce clip. Comment aller plus loin encore pour démontrer ce qui n'a cessé de se confirmer de témoignages en expertise, d'archives en récits bouleversants?
Prostitution et armée font bon ménage, formant même un couple extrêmement fidèle. Seules les méthodes changent et les justifications. La santé de nos petits gars, le baume au cœur pour ceux qui risquaient de mourir au Vietnam, les bénéfices faramineux des sociétés militaires privées. Alors, pour suivre encore cette histoire, c'est aller au bout de l'absurde, au Nevada. Le Nevada est souvent l'ultime étape pour les soldats américains qui rentrent d'Afghanistan. Ici, un accueil tout particulier leur est réservé. Et ce lien si ancien entre armée et prostitution trouve au Bunny Ranch un souffle nouveau. J'ai vraiment une clientèle très régulière de soldats. Ils ont juste envie d'être avec quelqu'un. Et c'est tellement facile de venir ici et de trouver une fille. Ils sont fatigués et ils ne veulent pas jouer le jeu de la drague. Ils viennent ici pour se distraire. Et moi, je recommande à tous les GI de venir ici et de sentir l'énergie qu'on va leur donner. Denisov est un patron heureux. Il aurait pu nous dire, comme l'a fait un proxénète serbe, quel mal y aurait-il à vendre des femmes aux soldats puisqu'on vend des footballeurs. Mon rêve, c'est que les autorités militaires viennent me voir et me disent d'ouvrir un bordel en Afghanistan et de prendre soin de nos héros. Et mes filles seraient enchantées d'aller en Afghanistan pour prendre soin de nos gars. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà la chose à faire. Amérique, s'il te plaît, demande-moi et j'enverrai des filles en Afghanistan. Nous avons des alcools, nous avons des filles et nous donnerons aux soldats des raisons de mieux se battre et de gagner la guerre. On pourrait s'arrêter là, au comble de l'absurde de cette histoire, et se dire que décidément, ces hommes se penseront toujours comme des hommes parce qu'ils se servent des femmes comme bon leur semble. On peut aussi garder un peu d'espoir en rappelant que certaines armées, qui ont tourné la page de leurs bordels militaires coloniaux, se sont aujourd'hui imposées des règles strictes et qu'elles les font respecter même au Kosovo, là où on a cessé depuis 1999 de dénoncer tous les trafics sexuels. Il faut se rendre à l'évidence, une drôle d'évidence. Il semble bien que sans les femmes qui ont risqué leur vie et sacrifié leur carrière, on n'aurait rien su de ces affaires de bordel militaire et d'esclavage sexuel. Le meilleur moyen de changer tout ça est d'augmenter le nombre de femmes dans l'armée. Catherine Bolkovac est une femme. Et remarquez bien, c'est elle qui nous a alertés. Madeleine Rees est aussi une femme. Et même si ce rôle ne doit pas seulement être dévolu aux femmes, il me semble que dans ce genre de situation, elles peuvent vraiment changer le cours des choses.